Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Yaoundé au Cameroun, l'émission consacrée au processus électoral en cours dans ce pays et qui a conduit à l'élection le 7 octobre prochain à un nouveau président de la République. Aujourd'hui, le grand débat d'Africa 24 s'intéresse à la question de l'assainissement des finances publiques et la lutte contre la corruption. Quelle est l'ampleur du phénomène ici au Cameroun? Que penser des nombreuses mesures qui ont été prises par le pouvoir central? Entre autres questions que nous allons poser à nos invités, ils sont 4 sur ce plateau. D'abord, M. Norbert Bellinga, il représente le candidat Paul Biya. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur. Également avec nous, M. Stéphane Boubé Angwele. Il représente le candidat Akere Mouna. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Avec nous également M. Samuel Menang, il représente le candidat Serge Espoir Matomba. Merci. Merci, monsieur, pour l'invitation. Et Mme Queen Marie Douala est avec nous. Elle est secrétaire générale du mouvement Anou le Cameroun. Chère madame, merci d'avoir fait notre invitation. Merci. D'abord, je vais vous demander, Anou le Cameroun, ça veut dire quoi? Je vous disais tantôt que Anou le Cameroun, c'est une association civile et la connotation du nom va vers l'importance d'être camerounais, de se sentir camerounais, quelles que soient nos querelles, quelles que soient nos disputes, nous devons d'abord nous mettre dans la peau d'un Camerounais. Merci, madame. Également dans cette émission, les téléspectateurs qui peuvent réagir, également les nombreux internautes à qui on a posé quand même la question du jour. Que pensez-vous de la lutte contre la corruption? Que pensez-vous de la lutte contre la corruption? Les réactions des internautes et téléspectateurs sur nos différentes plateformes Facebook et Twitter et via les différents hashtags qui s'affichent au bas de votre écran. Également, vous pouvez réagir par WhatsApp et par mail aux différentes adresses plus 237 657 563 288 et l'adresse mail c'est présidentiel.cameroun2018@africa24tv.com. Je posais la question, une question d'assainissement des finances publiques et de la lutte contre la corruption. Quelle est l'ampleur du phénomène? Élément de réponse avec un sujet signé Shérif Bardunka. Lancé en 2006 par le président Paul Biya sous la pression des bailleurs de fonds et de l'opinion publique, l'opération Épervier dédiée à la traque des gestionnaires indélicats des fonds publics est toujours en cours au Cameroun. Plusieurs cadres et hauts fonctionnaires ont été écroués et les poursuites judiciaires contre un certain nombre d'entre eux sont pendantes. Pour mieux protéger les caisses de l'État, le Cameroun a mis en place une palette d'instruments permettant l'assainissement et la protection de la fortune publique. La Commission nationale anticorruption, l'Agence nationale d'investigation financière et l'Agence de régulation des marchés publics, entre autres, visent quasiment le même objectif. Dans les discours et sur le plan institutionnel, l'assainissement des finances publiques au Cameroun semble s'accélérer sans que pour autant l'on ressente son impact culturel dans la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. L'axe de répression a suffisamment été mis en exergue au Cameroun. De nombreuses poursuites ont été lancées contre les agents de l'administration qui ont commis un certain nombre de déréments. Maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de détournement de fonds, il peut également s'agir de fautes de gestion qui naissent d'une maîtrise approximative des textes en rigueur dans la gestion des finances publiques. À ce niveau, il suffit simplement de sensibiliser et d'accompagner les agents de la fonction publique. En 2017, environ 137 agents du ministère des Finances ont été sanctionnés du fait de détournement de recettes publiques. Sur l'ensemble des cas ayant fait l'objet de sanctions, une vingtaine a été transmise au tribunal criminel spécial, la juridiction d'exception mise en place en 2011 par le chef de l'État pour traquer les prévaricateurs de la fortune publique. Il faut préciser que le tribunal criminel spécial juge des infractions de détournement des deniers publics lorsque le préjudice subi est supérieur à 50 millions de francs CFA. Selon la commission anticorruption, le Cameroun a perdu 1246 milliards de francs CFA du fait de la corruption et des détournements des deniers publics entre 2010 et 2015. Les moyens qui sont à notre disposition, à savoir la chose publique, nous devons la respecter. Il faut que chacun respecte la chose publique. La gestion de la chose publique, ce n'est pas une gestion familiale, ni tribale, ni régionale. Le gouvernement envisage désormais de mettre en œuvre d'autres réformes, notamment un plan couvrant la période 2019-2021 pour poursuivre l'optimisation de la gestion budgétaire, la modernisation de la gestion de la trésorerie, de la solde et de la masse salariale.
L'opération de comptage physique des personnels de l'État, lancée en avril 2018 pour assainir le fichier de solde de l'État, a permis de détecter environ 44 000 agents fictifs de l'État. Parallèlement, la dématérialisation de certains services publics par le biais des TIC pourrait être également une voie de solution au détournement et à la corruption. Madame Douala, en 1998 comme en 1999, le Cameroun était classé premier pays corrompu par l'ONG Transparency International. Où en est-on aujourd'hui? Déjà, merci de me donner le privilège de parler sur ce plateau parce que Africa 24, c'est une grande chaîne de télévision africaine. Et j'ai fait le déplacement de Douala sur Yaoundé parce que je savais que j'avais face à moi une grande icône de la communication comme vous. En tout cas, merci beaucoup, chère madame. Oui, je suis ici pour le compte d'Annou le Cameroun. Annou le Cameroun, c'est un mouvement civil. Nous sommes apolitiques, mais nous nous intéressons aussi dans la question de l'État. Parlant de l'assainissement des finances au Cameroun, parlant de la loi d'assainissement des finances au Cameroun, nous devons d'abord comprendre est-ce que l'assainissement et la corruption peuvent être possibles dans ce pays. Parlant de la loi de la finance, au Cameroun, nous avons un trésor public, nous avons un fonds au niveau de la Banque de la France, mais la question est de savoir comment est-ce qu'elle fonctionne. La Banque de la France, nous sommes comme son partenaire, mais on se rend compte que nous sommes endettés tous les jours. Pourquoi est-ce que nous sommes endettés? Parce que la corruption a pris le dessous dans ce pays. La corruption a pris le dessous, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un contrôle qui se fait au niveau des finances publiques. Il n'y a pas les moyens qui assainissent, par exemple, le fichier salarial des Camerounais. Raison pour laquelle il n'est pas facile de lutter contre la corruption au Cameroun, parce que nous sommes dans un État jacobin. Oui, madame, ma question était bien précise. Je disais qu'en 1998 comme en 1999, le Cameroun était le premier pays le plus corrompu de la région. Et je me demande si aujourd'hui encore, nous sommes en 2018, où est-ce qu'on peut classer le Cameroun aujourd'hui? Toujours premier? On ne peut pas classer le Cameroun au premier plan. Comme je disais tantôt, nous sommes dans un État jacobin. C'est-à-dire nous sommes dans un État central où tout est centralisé. Il n'y a pas moyen de faire un audit clair. Donc le Cameroun ne peut pas avoir une bonne performance en matière de corruption. Merci. Madame, Monsieur Menang, qu'en est-il de l'ampleur du phénomène aujourd'hui quand on parle de corruption, de la finance publique? Je voudrais dire et revenir sur les propos de Madame Douala qui tout à l'heure disait que le jacobinisme dans lequel nous sommes plongés font en sorte qu'il soit difficile de dire clairement où se trouve la lutte contre la corruption. Parce que vous le dites, il y a eu une année où nous étions champions. Avons-nous reculé ou bien avons-nous amélioré? Ça, on ne saurait vraiment le dire. Mais seulement, dans la vie de tous les jours, et quand on regarde ce qui se passe dans nos services publics et administrations, on a l'impression que nous n'avons pas forcément reculé, que la situation n'a pas évolué dans le bon sens, que les pesanteurs que nous avions connus hier et qui faisaient en sorte que nous soyons plongés dans ce mauvais classement sont encore là présents, malgré la batterie de mesures, batterie d'organismes et organisations qui se marchent presque sur les pieds qu'on a essayé de mettre en place. Donc, pour tout vous dire, la corruption est encore là et c'est même elle qui freine le développement de ce pays. Alors, M. Boubé, quelle est votre lecture à vous? Est-ce qu'on a progressé? A-t-on toujours végété sur la mauvaise pente? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, selon vous? Prise à travers le seul prisme des flux financiers illicites, 40%, la corruption continue au Cameroun d'avoir une double dimension à la fois fonctionnelle et systémique. Fonctionnelle pourquoi? Et ça nous permettra de rebondir sur le dossier de la réforme de l'État. Fonctionnelle parce que la corruption est utilisée comme un moyen de gestion de notre État. C'est un moyen par lequel le phénomène clientéliste se perpétue.
Donc vous voulez dire que la lutte contre la corruption a été l'élément autour duquel on construit la politique de développement. Ce que je veux déjà dire à ce stade, c'est que la corruption est fonctionnelle. Elle est fonctionnelle. Lorsque l'on nomme un haut fonctionnaire dans ce pays, il faut savoir que la première manifestation qui est la sienne est de célébrer sa nomination. Pourquoi ? Parce que la nomination est l'occasion d'un comportement, parfois de comportement de prédation, de comportement d'extraction. Elle est donc fonctionnelle. Mais elle continue aussi d'être systémique. Elle est partout, la corruption dans notre pays. Partout. Qu'il s'agisse de la petite corruption, la corruption de subsistance, du jeune, du petit artisan, qui est obligé, parce qu'il doit survivre, parce qu'il doit faire avancer un dossier, de verser un pot de vin. Ou alors de la grande corruption, celle que l'on rencontre dans les marchés publics, dans les grands contrats, qui est toujours aussi importante. 40% en moins de notre richesse nationale directement imputable à des agissements de corruption. C'est beaucoup. Ça reste encore beaucoup. Merci, M. Bobé. M. Belinga, selon la Commission anticorruption, le Cameroun aurait perdu 1246 milliards de francs CFA du fait de la corruption et des détournements entre 2010 et 2015. Quand on a été premier ou bien on a été champion en 98 et 99 et qu'on a pris des mesures, avec ces chiffres que je viens de donner, est-ce qu'on a vraiment progressé? Je voudrais d'abord tout de suite dire qu'on a progressé sur ce plan. Contrairement à ce qu'affirment mes copanélistes, vous évoquez ce classement malheureux de 1999. Aujourd'hui, depuis l'année dernière, nous sommes passés à 145 si on considère l'indice de transparence internationale. Bon, encore, on peut avoir des réserves sur sa méthodologie et je peux vous faire reporter à certains travaux. Donc, il y a eu des progrès substantiels sur le chemin qui mène vers la lutte contre la corruption. Déjà attesté par notre remontée dans cet indice. On aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur les mesures. Les chiffres que vous évoquez montrent tout simplement que le phénomène subsiste. Bien entendu, il subsiste. Et c'est pour ça qu'il y a un engagement du président de la République, du candidat Paul Biya, pour continuer la lutte, pour qu'elle ne baisse pas en intensité. Voyez-vous, l'État est une entité particulière. C'est une organisation politique particulière qui nous protège, qui produit des solidarités, qui nous prémunit contre les risques, qui assure notre sécurité, pour que l'État soit toujours en capacité d'assurer ses protections, d'assurer le progrès social. Évidemment, la corruption doit être combattue avec la dernière énergie. Et c'est pour ça que depuis les temps fondateurs du Renouveau, le président candidat Paul Biya a placé la lutte contre la corruption au rang de cette priorité. Il reste donc très engagé, très déterminé, très investi dans cette mission, comme le montreront les mesures qui ont été prises. Bien entendu, des marges de progrès sont encore à réaliser. On aura l'occasion d'explorer quelles sont ces marges de progrès, mais on peut dire que sur ce chemin, nous avons fait des progrès. On aurait fait des progrès, comme vous le dites, mais on va étudier quand même les mesures qui ont été prises ici pour pouvoir endiguer ce phénomène. Et on va se demander, est-ce que c'est l'expression d'une certaine volonté politique? D'abord, il y a une panoplie de mesures anticorruption qui ont été prises, notamment la Commission nationale anticorruption, l'Agence nationale d'investigation financière, l'Agence de régulation des marchés publics, et j'en oublie. Mais est-ce que cela ne traduit pas quand même une volonté de l'État central d'enrayer ces phénomènes-là? L'État central met tout sur le papier, mais ne pratique pas cela. Il y a plusieurs décrets qui sont signés, plusieurs notes de service qui sont signés au Cameroun, mais qui ne sont pas appliqués. C'est bien beau de dire qu'on a créé telle commission, mais est-ce que sur le terrain, est-ce que c'est faisable? C'est ça la question. Au Cameroun, on a l'impression que nous reculons en arrière. Parlant de la corruption a pris le dessus au Cameroun. Nous allons voir l'exemple. On dit qu'on crée une commission des marchés. Et vous avez déjà entendu où qu'on a donné un marché public à un petit gars de Bépanda. C'est une histoire de copinerie, c'est une histoire de famille, c'est une histoire des nantis. Mais nous, en tant que parti civil, nous ne ressentons pas l'évolution de la corruption au Cameroun. Nous ne ressentons pas. Nous avons l'impression qu'on recule. Moi, je vous donne un exemple. C'est inadmissible qu'un ministre de l'enseignement secondaire donne le marché comment on appelle ça,
aux sociétés de téléphonie mobile. On doit payer des inscriptions. Les Camerounais doivent reverser les frais d'inscription dans les banques électroniques qui appartiennent aux institutions privées. Pourtant, nous avons la Poste qui devait jouer ce rôle. Tout ça, ce sont des manières c'est une façon de faire la corruption. On appelle ça la corruption active parce qu'il y aura des échanges. Moi, je ne vois pas l'amélioration concernant la corruption au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas donner un marché public à une société privée et laisser la Poste tomber, qui devait être revalorisée et peut-être réemployer d'autres Camerounais. Alors, M. Minan, quel regard portez-vous sur les nombreuses mesures qui ont été prises pour enrayer le phénomène? Je voudrais, par politesse, ne pas rire devant ces mesures. Et je ne partage pas l'optimisme de M. Bellinga qui dit que seul le classement, c'est-à-dire que notre reculade dans le classement de Transparency International fait que nous ayons avancé dans ce domaine. Il y a un indice. L'indice, ok. Un indice de ce progrès. D'accord. Je dis donc, quelle que soit la position ou bien l'indice qu'aurait la République du Cameroun dans ce classement de Transparency International, il n'en est pas moins vrai que la corruption au Cameroun n'a pas reculé. Bien au contraire, nous nous sommes enfoncés. Mais est-ce que vous sentez quand même une volonté politique de la faire? La volonté, quand vous me posez la question sur la volonté, je vais vous poser une autre question. Peut-être c'est votre rôle de poser des questions ici. Est-ce que vous pensez qu'une femme avec l'instinct maternel peut prendre son bébé et jeter? J'utilise cette expression pour vous faire savoir que mais la corruption, c'est l'enfant du régime, c'est l'enfant de ce système. Il ne peut pas avoir ce système sans corruption. Vous avez entendu M. Massigams, quand le président de la CONAC, le responsable de la CONAC, qui disait « La gestion de la chose ne doit être ni tribale, ni familiale. » Or, au Cameroun, nous ne fonctionnons que sur ce modèle-là. C'est tribal ou c'est familial. Je vais vous raconter une petite anecdote. Pendant que je suis fonctionnaire, je travaille dans un milieu, dans un petit village que je préfère taire le nom ici. Je me plains de ce que il y a un pont, c'est-à-dire que on a donné un marché, le pont n'a pas été réalisé. Le pont n'a pas été réalisé. Mon chef à l'époque me fait savoir, elle réagit. Et le monsieur qui n'a pas réalisé ce pont est du même parti que mon chef. Mon chef réagit en disant « Monsieur Ménan, c'est votre frère, il n'a pas fait le pont. » Je réponds énergiquement en disant « Il n'a pas eu ce marché parce qu'il était mon frère. Il a eu ce marché parce qu'il était de votre parti politique, de votre bord. » Si nous voulons vraiment lutter contre la corruption, si on veut mettre en avant qu'il y a une quelconque volonté, où est passé l'article 66 ? Qui va freiner l'enrichissement illicite des fonctionnaires. Parce que la corruption ici, c'est eux les premiers acteurs qui l'appliquent. Si on dit qu'il y a eu des mesures qui ont été faites par rapport à la lutte contre la corruption, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de personnes dans cette République. Nous avons entendu des ministres du parti d'en face dire que l'argent de l'État a été placé dans mon compte privé. Mon compte privé, comme je suis personnalité publique, devient un compte public. Monsieur Bobé, est-ce que, comme le dit M. Bénan, que les fonds entiers destinés à des projets peuvent disparaître comme ça dans une république? C'est le lot commun, c'est le lot quotidien, le lot quasi quotidien dans ce pays, où l'État est quand même caractérisé par un paradoxe. Il est schizophrène, l'État, chez nous. Et donc, il ne faut pas être prisonnier de ce prisme qui consiste à évaluer la lutte contre la corruption à travers le seul empilement des institutions et des textes que l'on prend et des décrets qui se succèdent et des initiatives que l'on dit le jour et que l'on contredit par les actes le soir. Nous avons des institutions qui sont des institutions extractives, qui sont le moyen pour une élite prédatrice d'extraire la richesse produite dans ce pays. Il faut le savoir. Donc, les empilements institutionnels, les créations. Alors, prenons, si vous le voulez bien, le nombre de condamnations prononcées par le tribunal criminel spécial.
Alors la grande allégorie, c'est de considérer que tout va bien parce qu'il y a des acteurs qui sont déférés devant le tribunal criminel spécial et qui font l'objet de condamnations extrêmement lourdes. Ce qui est effectif. Et ce qui est effectif. Mais dans quelles conditions? Dans des conditions équitables, dans des conditions où la détection qui est opérée par les services du contrôle supérieur de l'État se traduise pour tout le monde, par un déferrement devant la justice pénale. Ce n'est pas le cas. Nous avons un pilotage politique du dossier de la lutte contre la corruption. Et donc, le renforcement de l'indépendance de la justice est un élément important qu'il faut verser dans ce dossier de la lutte contre la corruption, où malheureusement, moi également, je ne vois pas de progrès significatif. On a quelques réactions de téléspectateurs. Il y a Samba Paulin depuis Douala qui dit « C'est une pure distraction. Si le gouvernement voulait réellement lutter contre la corruption, alors le Parlement devrait déjà voter l'article sur la déclaration des biens. » Madame Douala, apparemment, d'après ce qu'on entend à gauche et à droite, tout le monde serait responsable de la situation et que la situation profiterait à tout le monde. Vous, acteurs de la société civile, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne péchez pas par votre silence aussi? Je voudrais d'abord dire que tout a été pensé au Cameroun. Le chômage a été pensé, la corruption a été pensée, tout a été pensé dans ce pays. Rien n'est fait. Dans quel sens? Dans le sens de fragiliser la population. Mais à quelle fin? À quelle fin? Mais pour se pérenniser au pouvoir, parce qu'une population pauvre, un SMIC de 30 000 francs, vous voulez qu'un fonctionnaire ne soit pas corrompu, pourquoi? Il y a deux moyens de corruption. Il y a la corruption active et la corruption indirecte. La corruption active, elle est comment? Vous avez le pouvoir et quelqu'un a besoin d'un marché, vous l'influencez. Vous influencez la personne qui a besoin de ce marché. Il est le corrupteur, vous êtes le corrompu. Donc, je disais tantôt que tout a été pensé dans ce pays. Parce que nous, le Cameroun, nous sommes une société civile. Mais nous sommes les pauvres. Concrètement? Mais on fait la dénonciation. Nous faisons dans la dénonciation. Nous écrivons tous les jours. Nous contactons les administrateurs de ce pays. Mais rien ne change. Juste parce que à nous, le Cameroun n'est pas un mouvement de personnes nantis. C'est un mouvement de simples citoyens qui n'ont pas les moyens de leur politique. Mais nous disons que la corruption au Cameroun, pour qu'elle s'arrête, on doit avoir un regard sur la forme de l'État. C'est la forme de l'État parce que l'État est jacobin. Personne ne peut rien faire pour empêcher la corruption dans ce pays. Si on ne revoit pas la forme de l'État, la forme de l'État, elle peut être une décentralisation parachutée. Elle peut être une décentralisation parachutée qui va permettre aux collectivités locales de s'auto-prendre en charge. Et là, on aura ce qu'on appelle la norme des hiérarchies. Ça sera décroissant. Mais M. Belinga, apparemment, a écouté les uns et les autres sur ce plateau. Apparemment, les nombreuses mesures prises ne servent à rien. Apparemment, c'est l'État central même qui ne met pas l'efficacité au service de ces institutions. Sinon, apparemment, ça profite à certaines personnes qui devraient prendre les mesures et prendre les devants pour enrayer le phénomène. Non, mais je regrette, je pense qu'il s'agit plutôt de posture. Non, mais leur dire que rien n'est fait, que cela ne sert à rien est complètement aux antipodes de la réalité. Perceptible. Qu'est-ce qui change concrètement? Avec tout ce que j'entends sur ce plateau, je me demande, est-ce qu'on est dans une république? Est-ce qu'on est vraiment dans une république? Il faut quand même retenir un certain nombre de données. L'État du Cameroun, il faut d'abord revenir sur un élément. La corruption est une œuvre... La lutte contre la corruption est une œuvre collective. Évidemment, l'État a une part prépondérante dans cette lutte, puisque l'État a le monopole de la contrainte, l'État a la production normative pour produire des lois, des institutions, etc. Mais l'ensemble des Camerounais, nous devons nous sentir interpellés par la lutte. Les autorités devraient quand même donner des signaux. Les autorités donnent les signaux qui sont extrêmement forts. Avec la panoplie d'institutions qui existent. Mais ça ne suffit pas. Bon, là où je voudrais souligner notre responsabilité, je vous donne un exemple tout à fait parlant. Les administrations fiscales, par exemple, ont mis en place des centres d'appel pour inciter des citoyens qui s'estiment victimes de tracasseries, etc. Voilà. On ne communique pas plus, monsieur. Ces centres d'appel, toutes les communications des administrations font la publicité sur ces centres d'appel. Madame, laissez-moi continuer. Ma question, est-ce que vous avez vérifié l'efficacité de ces centres-là? Justement, lorsqu'on fait l'analyse du fonctionnement de ces centres d'appel, on se rend compte que
ces centres d'appel ne sont pas mis à contribution par les citoyens au niveau où on le souhaite. Donc il y a une volonté d'investissement des gouvernants, du gouvernement à faire reculer la corruption. Mais évidemment, pour cela, il faut que l'ensemble du corps social prenne l'engagement d'être solidaire du gouvernement dans cette lutte contre la corruption. Oui. Le gouvernement a une part prépondérante, cela ne fait l'objet d'aucun doute, mais tous les Camerounais doivent être pénétrés de l'importance qu'il y a à lutter contre la corruption, parce que le président Paul Biya, notre candidat, n'a jamais nié l'importance du phénomène. Il a toujours répété et dit, nous devons apporter d'abord. Bien sûr, et c'est pour ça que les mesures ont été prises, des institutions ont été mises en place avec des missions complémentaires. Il y a des missions éducatives, des missions de prévention, des missions de collaboration qui sont exercées par l'ANIF, par la CONAC. Il y a des missions de répression qui sont exercées par les tribunaux de grande instance. Mais qui ne produisent pas grand effet. Mais comment vous pouvez dire qu'elles ne produisent pas? Allez demander à ceux qui sont incarcérés si cela ne produit pas. Monsieur Belinga, je vais donner la parole à Madame Douala. C'est un discours désincarné qui n'a aucune prise sur la réalité. Je vais donner la parole à Madame Douala parce qu'elle va prendre congé de nous tout à l'heure pour être remplacée par un représentant de parti. Il y a une action dissuasive du gouvernement qui porte les fruits. Vous aurez la parole tout à l'heure. Madame Douala, avant de prendre congé de nous, dites-nous, le centre d'appel par exemple, si ça ne fonctionne pas, est-ce que ce n'est pas le rôle des ONG comme les vôtres de pouvoir vulgariser cet outil quand même qu'on a mis en place? Déjà, l'association à nous, le Cameroun, n'est pas informée. Nous ne savons pas qu'il y a des centres d'appel où on doit appeler pour dire qu'il y a telle corruption qui se passe. Quelle est la relation que vous entretenez avec le pouvoir central alors? La relation que nous entretenons avec le pouvoir central s'arrête seulement au niveau des postes, au niveau des médias traditionnels, des médias domestiques et des médias électroniques. Donc vous cantonnez à la dénonciation. Oui. Vous avez parlé de CNPS. Oui. Moi, je vous donne un exemple. Je vais vous donner l'exemple de la CNPS. Nous avons des sociétés de placement ici au Cameroun qui retiennent 4,2% sur les salaires des Camerounais, mais qui ne reversent pas ça à la CNPS. Il n'y a pas un Camerounais qui se lève pour dire que non, il faut que cela s'arrête. Nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cela. On ne peut pas retenir de l'argent. Ça, c'est une fraude fiscale qui n'est pas contrôlée. Voilà encore un autre moyen de corruption qu'on a au Cameroun. Pourquoi est-ce que la CNPS ne s'intéresse pas aux sociétés de placement qui emploient des Camerounais et qui retiennent de l'argent dans leur salaire et qui ne reversent pas? Ça, c'est toujours une autre forme de corruption. Madame Queen Marie Douala, malheureusement, on est obligé de prendre congé de vous. On aurait bien voulu que vous restiez. Mais malheureusement, un représentant d'un candidat doit prendre votre fauteuil tout à l'heure. Merci beaucoup quand même d'avoir été des nôtres. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause. On vous retrouve dans quelques instants.